Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale car nous avons fusionné 2 podcasts de Binge Audio, Casserole qui parle de gastronomie et Bon Plan où l'on cause agriculture. Autour d'une question qui nous tient à cœur à Thibaut Schepman et à moi-même, peut-on cultiver, produire et se nourrir mieux pour pas trop cher ? En fait, l'idée de cette émission, elle part d'un sujet qui revient souvent dans nos travaux et de remarques qu'on nous fait aussi parfois. Zazie, elle parle de bonne bouffe et de bonne bouteille. Moi, je parle de légumes qui poussent dans les villes et sans pesticides. Et ça nous range aux yeux de plein de gens dans la case bobo, un peu déconnecté. Ça pose, on pense, une question très politique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut vraiment ne pas avancer sur ces sujets, donc sur la nourriture de qualité qui fait du bien à celui qui la produit et là où il vit, sans exclure vraiment une partie de la population. Donc concrètement, on va se demander combien ça coûte de produire des bons aliments, combien est-il normal de les payer, et qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de la situation actuelle où on a des produits de qualité qui sont de plus en plus chers et des produits pas chers qui sont de moins en moins bonne qualité. Et aujourd'hui, nous accueillons donc 2 invités pour parler de cette question. Jacques Kapla, agronome, ethnologue et auteur du livre « L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité ». Bonjour Jacques. Bonjour. Et Tom Bouffe, cofondateur du plus grand supermarché associatif de France, La Louve, dans le 18e arrondissement de Paris. Salut Tom. Bonjour. Alors pour commencer, avec Thibaut, on voulait vous poser une question qu'on s'est nous-mêmes posée en préparant l'émission. Où est-ce que vous allez faire vos courses ? Bon, Tom, ça va peut-être être à la Louve. Et est-ce que vous avez une idée de ce que vous dépensez par mois pour vous alimenter, l'un et l'autre ? Alors, en ce qui me concerne, je fais mes courses à la Biocoop de ma région, enfin de là où j'habite, c'est-à-dire en Bretagne. Il y a beaucoup de Biocoop en Bretagne, hein, il n'y en a pas qu'une seule dans la région, je vous rassure. Et je dépense, quand je ne fais pas spécialement attention à ce que je mange, environ 10 € par jour. D'accord, vous avez quand même une idée assez précise de ce que vous dépensez, du coup. Ouais. Oui, mais j'inclus là-dedans le chocolat, etc., le café. Les petits plaisirs. Oui, pour moi, je fais mes courses à la Louve parce que j'y travaille, c'est un supermarché. Et aucune idée combien je dépense, donc c'est variable. D'accord. Ouais, c'est super difficile de calculer. Bravo Jacques d'avoir fait le calcul. Dans votre livre, vous répondez à une idée reçue qu'on entend souvent. On entend souvent que le bio c'est une bonne chose, mais qu'il faut être sérieux, qu'il faut nourrir les gens et qu'il faut être productif. Et donc l'idée reçue, c'est que le bio est moins productif et plus cher que le conventionnel. Et vous dites l'inverse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous démontrez ça ? Voilà. En 2 mots, ça va être difficile, mais je vais faire l'essentiel. En fait, l'agriculture bio, d'ailleurs, je préfère dire la bio, parce que c'est l'agriculture bio, alors que le bio, ça se réfère au produit qui, en fait, ne se définit que par rapport à une agriculture. La bio, on l'associe souvent à une agriculture classique, moins la chimie. Donc forcément, si c'est, comme toujours, moins la chimie, ben c'est moins. Donc ça produit moins. Mais en réalité, la bio, c'est pas ça. La bio, c'est une autre démarche agronomique. C'est produire avec d'autres techniques agricoles qui permettent en fait d'avoir de très très bons rendements par hectare. Alors c'est éventuellement moins productif à l'emploi, mais tant mieux, ça veut dire que ça demande plus d'emplois, donc ça crée des emplois, ce qui est plutôt une bonne chose en ce moment. En revanche, en termes de production à l'hectare, ça peut être extrêmement performant, et même plus performant que l'agriculture conventionnelle. Et à l'échelle mondiale, ça a été démontré par des études qui ont mesuré les rendements réels dans les fermes réelles, et pas des montages techniques complètement théoriques d'agronomes occidentaux fixés sur le modèle occidental. Donc quand on mesure les rendements réels à travers le monde, on s'aperçoit que les rendements de la bio sont supérieurs en moyenne aux rendements du conventionnel. Il n'y a qu'en Europe et au Canada qu'ils sont plus faibles. Parce qu'on a des semences qui ne sont pas adaptées aux techniques bio, parce qu'on ne maîtrise pas les cultures associées qui sont fondamentales pour que les rendements soient bons en bio, parce qu'on ne les a jamais vraiment maîtrisées dans notre système à nous, parce qu'on a un coût du travail qui est très lourd, etc. Donc pour plein de raisons, la bio coûte plus cher à produire effectivement en Europe et produit moins, mais c'est un cas très particulier. À l'échelle mondiale, il n'y a aucun problème. D'accord, il faut essayer de comparer ce qui est vraiment comparable. On peut imaginer que la bio, un jour, pourrait nourrir toute l'humanité facilement. Qu'il pourrait ne plus avoir d'agriculture conventionnelle. Sans aucun problème. Et c'est l'horizon vers lequel il faut absolument qu'on aille. Parce que on a un modèle agricole européen qui est une histoire très particulière d'agriculture, néo-Moyen-Orient, etc., qui s'est imposée à l'ensemble du monde, qui avait d'autres histoires agricoles, mais qui ont été niées, écrasées et oubliées. Et ce modèle européen, certes, il a été performant à un moment, mais il a énormément de défauts en termes de contribution au dérèglement climatique, en termes de destruction des écosystèmes, en termes de pollution des milieux, donc chute de la biodiversité, et les problèmes sanitaires, évidemment, sur les humains qu'il peut y avoir derrière. Donc pour toutes ces raisons-là, il faut imaginer autre chose. Donc non seulement la bio peut nourrir le monde, mais il faudra bien qu'elle le fasse, puisque de toute façon l'agriculture conventionnelle ne nourrit pas le monde, hein.
il y a 8 à 900 millions de personnes qui souffrent de la faim tous les ans. Donc, c'est bien la preuve que l'agriculture conventionnelle n'est pas efficace. C'est-à-dire qu'on produit énormément, on produit assez pour nourrir le monde, mais on le nourrit pas. Oui, parce qu'en fait, le problème de faim, c'est pas un problème de production, c'est un problème de pauvreté. En France, il y a des gens qui souffrent de la faim. Les SDF, les populations précaires, etc. Je sais pas moi, au Malawi, qui est un des pays les plus pauvres du monde, il y a des gens qui mangent très très bien. La seule question de la faim, c'est une question de richesse ou de pauvreté. Donc, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et par ailleurs, il faut s'attaquer au problème de l'agriculture aberrante qui est devenue notre modèle conventionnel. Et il faut donc passer en bio. Et justement, à la Louve, Tom, on trouve des produits bio, on en trouve pas mal même, mais on trouve pas que ça. On trouve aussi des produits issus de l'agriculture conventionnelle, quand on parle des fruits et des légumes, même des produits de consommation courante. Peut-être déjà pour commencer, vous pouvez nous expliquer assez rapidement ce qu'est la Louve, et ensuite pourquoi vous avez fait ce choix justement d'avoir et des produits bio et des produits pas bio. Donc la Louve, c'est ce qu'on appelle une coopérative alimentaire. On suit une tradition des coopératives alimentaires qui date depuis le 19e siècle. La chose qu'on avait rajoutée, c'est l'idée de participation. Et donc, ça veut dire que les personnes qui deviennent copropriétaires de notre magasin, parce que pour faire ses courses à la Louve, il faut devenir copropriétaire, ces personnes aussi participent 3 heures toutes les 4 semaines au fonctionnement du magasin. Ça veut dire que 3 heures toutes les 4 semaines, les personnes viennent, ils font la caisse, le nettoyage, ce genre de choses. L'effet de ça, il y a 2 effets de cette partie participative. D'abord, ça crée une super ambiance dans le magasin parce que on était déjà dans les coulisses, on est chez soi, mais aussi ça réduit les coûts de fonctionnement. On embauche moins de salariés, quand même on a 9 salariés maintenant à la Louve, mais ça nous permet d'avoir des marges assez faibles sur les produits. Voilà. Et tous les produits ont la même marge. Ça veut dire que vous faites 20% de marge sur tous les produits que vous vendez à la Louve. C'est ça. Donc, c'est une marge unique. Ça, c'est quelque chose qui existe dans la grande distribution. C'est ce qu'on appelle une marge variable. Et c'est grosso modo, c'est une méthode de marketing pour que les gens, ils ont l'impression que ce qu'ils achètent est pas cher, alors qu'il y a plein de compensations sur d'autres produits. Là où on retient un prix, on marge assez peu. Et sur d'autres choses, par exemple les ampoules, les piles, on marge pas mal. Ça veut dire, par exemple, qu'on va avoir des ampoules margées à 80%, donc ils vont se retrouver super chers, j'exagère peut-être, et des produits vraiment, j'en sais rien, des pâtes qui vont être très peu margées. Souvent, c'est des choses où on retient le prix. C'est soit des choses laitières comme le beurre, le lait, mais c'est aussi des grandes marques. C'est Coca-Cola, c'est Nutella. Des marges sont très faibles parce qu'on retient le prix. Mais sur les ampoules, sur le grignotage, sur plein d'autres choses, on fait peut-être à 50%, 60%, quelque chose de genre. Et comment vous choisissez ce que vous mettez en rayon? Parce que je trouve que parfois, en tant que consommateur, on a déjà beaucoup de dilemmes. Est-ce qu'il faut choisir bio ou non bio, cher ou pas cher? Enfin, il y a déjà beaucoup de questions qu'on se pose quand on est seul. Alors quand vous êtes autant de membres à la Louve à décider, comment vous faites pour choisir ce qu'il y a en rayon? Oui, donc il faut signaler, on est assez grand relativement. Donc par rapport à la grande distribution, on est microscopique. Mais par rapport à la MAP, par exemple, on a 4400 membres et on suit un modèle aux États-Unis qui a 17 000 membres. Donc, c'est pas mal de monde. Donc, il n'y a pas de question, par exemple. Si on avait un petit groupe de 40 personnes, on pouvait imaginer voter des produits, ce genre de choses. Mais à 4000, c'est pas possible. Donc, quand on avait commencé, on avait proposé une gamme des produits qui était une gamme supermarché, d'ampoules, piles, justement. Et après, c'est assez facile. On a un livre de suggestions et nos membres peuvent proposer des produits. S'il est possible pour nous d'avoir ce produit, on le met en rayon. Pour l'instant, parce qu'il nous reste un peu de place pour le faire. Un jour, ça serait pas à chaque fois. Mais sinon, on ne peut pas peut pas travailler avec chaque distributeur du monde. Et après, c'est les ventes, en fait. C'est le système le plus démocratique pour voir pas juste des idées, mais en fait des pratiques. Qu'est-ce que les gens achètent réellement? Et donc, si il y a 2 produits et il y a un qui en vend un par semaine, quelque chose comme ça, on va peut-être pas garder ce produit-là. Et justement, ils achètent quoi les gens concrètement? Des choses très diverses. Donc, nous sommes totalement ouverts sur la gamme. Ça, c'est très important pour nous parce que nous sommes une coopérative du quartier. Et ça, c'est un peu le dilemme. Parfois, c'est pas facile pour les gens de comprendre tout de suite parce qu'ils disent, ah oui, une fois que moi, je suis le maître dans le supermarché, je vais dicter que c'est ça. Mais ça, c'est les mêmes habitudes qu'avant. En fait,
Nous, on veut que la Louve soit un peu comme une bibliothèque publique. Oh, on a un petit rôle éducatif, c'est vrai, mais on n'est pas fermé dans une bibliothèque publique. Si des personnes ils ont envie de lire des BD, on ne dit pas faites ça ailleurs, par exemple. Et oui, du coup, vous disiez que vous étiez dans un quartier, donc il fallait faire venir aussi la clientèle du quartier. La Louve, c'est dans le 18e arrondissement de Paris, à Marcade des Poissonniers, donc c'est un quartier plutôt populaire. Oui. Et pour autant, les personnes qui se sont inscrites en première à la Louve, je pense que c'est plutôt des personnes qui sont militantes, qui avaient cette envie de bien manger. Oui. Comment on fait justement pour amener ces personnes-là à s'intéresser à ce genre d'initiative? C'est deux choses. Et donc, c'est pour ça que, paradoxalement, en acceptant des produits non bio, ça devient un projet assez militant bio. Dans le sens où il faut constater que même, malheureusement, le mot bio refoule plein de gens. Parce que maintenant, c'est associé à l'argent, en fait. Si on regarde le marketing qu'il fait avec toutes les choses qu'on reçoit à la Louve, c'est hallucinant à quel point les personnes qui sont dans les photos des pubs bio, c'est vraiment bourgeois. Et donc, c'est une image dans notre quartier. Si on disait on est un magasin bio, il y a plein de gens qui vont dire, bon, c'est pas pour moi. Et donc, paradoxalement, encore une fois, ça met à l'aise des personnes pour dire c'est pas ça la culture. Ceci dit, je crois qu'on est plus de 80% bio à notre magasin, mais ça c'est la choix de nos membres. Et on peut faire ça parce que nos prix sont intéressants grâce à notre fonctionnement. En ce moment, 95% de nos fruits et légumes, probablement quelque chose du genre, bio, les fruits et légumes sont exclusivement bio. Ils sont moins chers que les fruits et légumes non bio au supermarché à côté. Et donc, ça change tout. Vous êtes d'accord, Jacques Capal, avec l'idée que le bio est associé dans l'esprit de beaucoup de gens à quelque chose de cher? C'est bien le problème. Et c'est une réalité liée au système d'aide agricole qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que si on prend les coûts de production réels des modèles agricoles, en fait, produire en bio aujourd'hui coûte moins cher que produire en conventionnel. Et il y a un énorme malentendu sur la question des prix agricoles, parce qu'on se dit, si ça coûte moins cher, ça devrait coûter moins cher, donc à acheter. Et on confond le coût de production et le prix. Le prix, c'est la dernière variable d'ajustement du paysan ou des transformateurs, distributeurs. Une fois qu'on a passé tous les empilements des aides, des distorsions de concurrence, du coût du travail, etc. Et donc on a tout un tas de coûts cachés de l'agriculture, et puis de coûts très, très visibles, les subventions agricoles de la politique agricole commune, etc. Tout un tas d'éléments, notamment un truc qui saute aux yeux, c'est les coûts liés à la santé, qui ne sont pas du tout intégrés dans le prix, les coûts liés à la pollution de l'eau. Aujourd'hui, on dépense à peu près 50 milliards par an à dépolluer l'eau à cause des pollutions agricoles, rien que pour la partie agricole de la pollution. 50 milliards par an, c'est à peu près 2 000 euros par hectare. Si on donnait 2 000 euros par hectare aux agriculteurs pour qu'ils passent en bio, rien que sur ce calcul-là, on voit que la bio coûterait moins cher que le conventionnel. Avec 2 000 euros par hectare, les producteurs bio pourraient vendre moins cher que le conventionnel, que les prix actuels. Sans parler dans les supermarchés, la grande distribution, le bio, c'est là où on marge quasiment le plus. Alors, c'est l'autre chose. Donc, on est à la Louve, on constate, parce que c'est un peu un baromètre, parce qu'on a une marge fixe de 20%, on peut voir où les autres magasins ils marchent. Et nos produits bio, ils sont tellement peu chers, parce que dans les supermarchés, les gens... Ils savent que les gens sont prêts par leur engagement de dépenser plus et on profite. Oui, parce qu'il y a un effet de mode, parce que c'est à la fois, donc pour revenir à la question, c'est associé à riche, globalement à bourgeois, souvent à bobo d'ailleurs, un terme qui commence à me faire rire parce que ça veut vraiment plus dire grand chose. Ça n'a plus aucun rapport avec la définition sociologique du début. Mais c'est associé à une certaine richesse et les gens sont prêts, il y a une telle dynamique. Et comme il y a quand même en France des gens qui ont de l'argent, un certain nombre de filières bio profitent de ça. Et c'est terrible parce que les fondateurs des filières bio, les paysans qui sont à l'origine du développement de la bio, qui sont les premiers acteurs de la bio, et un certain nombre d'acteurs économiques qui ont été construits par les paysans et par des réseaux militants il y a 40, 30 ou 20 ans, eux ne visent pas du tout un public riche. Mais de fait, on voit bien que les supermarchés et un certain nombre de grandes marques qui se mettent à faire des filières bio
eux, ils se disent, c'est un marché porteur, donc on en profite, quoi. Et ils en profitent au maximum. Et à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas aussi les supermarchés qui ont mis des légumes ou des produits agricoles vraiment pas chers sur leurs étals et qui ont fait croire à un public qu'on pouvait aussi dépenser presque rien pour acheter, j'en sais rien, je pense aux boîtes de champignons à 99 centimes, qui ont aussi mis des produits pour le coup peut-être très peu margés et en fait qui rémunèrent certainement pas du tout les agriculteurs qui le font parce que acheter des produits aussi peu chers, on se demande qui ça paye. Complètement. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes. Régulièrement, on a, tous les ans, je crois, le magazine Linéaire fait un calcul une mesure des différences de prix entre bio et conventionnel dans les supermarchés. Et la plupart de la presse reprend chaque année en disant, produits bio qui coûtent 53% plus cher ou des choses comme ça, des chiffres de ce genre-là. C'est complètement absurde. Puisque par définition, si on compare les prix alimentaires en supermarché et les prix bio en supermarché, on compare d'un côté les prix alimentaires là où ils sont le moins chers, là où ils ont effectivement tout un tas de biais, des marges minimum, et ils se rattrapent, comme vous le disiez, sur d'autres produits après, etc. Et d'un autre côté, là où la bio est le plus cher, puisque c'est en supermarché qu'il y a le plus de marge sur les produits bio, et c'est là que les économies d'échelle de filière sont les moins bien faites, puisque par exemple, ils vont devoir suremballer, pour éviter que les gens trichent en prenant des produits bio et en les mettant dans un sac conventionnel. Donc il faut que les produits bio soient emballés à chaque fois, etc. Alors que si vous achetez des produits bio dans un magasin qui ne fait que des fruits et légumes bio, comme c'est le cas de la Louve, si j'ai bien compris, ou dans les Biocoop, dans les magasins spécialisés, Biomonde et autres, forcément, vous n'avez pas tout ce suremballage, vous avez tout un tas de coûts en moins. Donc comparer les prix du bio en supermarché et les prix du conventionnel en supermarché, c'est vraiment comparer deux extrêmes. Ça n'a aucun sens. Et effectivement, ça m'étonne pas qu'à la Louve, vous arriviez à des coûts plus faibles, puisque je sais que dans les Biocoop, ils y arrivent aussi. Enfin, moi, je me rends compte, quand je vais faire des achats justement de piles d'ampoules, de ce que je trouve pas en Biocoop, quand je mets des pieds en supermarché, je m'amuse à aller regarder les prix. Eh bien, pour tout un tas de produits bio, les prix sont plus chers dans le supermarché que dans la Biocoop d'à côté. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment difficile de proposer des produits de qualité dans un monde où on a eu un peu l'illusion que l'alimentation pouvait coûter de moins en moins cher. Les chiffres qu'on a vu avec Zazie en préparant l'émission, c'est que le budget moyen alloué à l'alimentation dans les années 60, c'était 35% du budget des Français. Et aujourd'hui, c'est plus que 20%. Donc on a quasiment divisé par deux la part de notre budget pour l'alimentation. Est-ce que c'est ça le dilemme, l'illusion d'une alimentation qui pourrait être de moins en moins chère? On a parié là-dessus. Et même je sais qu'il y a différents modes de calcul de ces proportions du budget qui va dans l'alimentation. Et un des modes de calcul donne 13% même seulement. Et c'est clair, il y a eu une baisse énorme de la part du budget consacré à l'alimentation. Et c'est amusant parce que quand je donne des conférences, j'ai souvent des gens qui disent « Eh oui, alors qu'à côté de ça, ils achètent des téléphones portables, etc. » Mais le problème n'est pas là. Les humains ont toujours consacré 20 ou 30% de leur budget à ce qui fait la vie, aux loisirs, etc. Ça, c'est normal. Le problème, c'est qu'en face, on a eu le coût du logement qui a explosé. Et, petite parenthèse, le coût du logement n'est pas compté dans le coût de la vie et dans l'inflation. Or, le coût du logement, on le sait tous, a complètement explosé depuis 30 ou 40 ans, que ce soit les intérêts d'emprunt quand on est propriétaire, ou que ce soit le loyer quand on est locataire. Donc, en réalité, quand on nous dit que l'inflation n'est que de 20%, c'est pas vrai. Elle est beaucoup plus forte que ça. Et donc, ce coût du logement qui a complètement explosé, on le compense en dépensant le moins possible sur l'alimentation. C'est là-dessus qu'on rogne, effectivement. Alors, c'est dommage. Je pense qu'il faudrait pas rogner sur l'alimentation. Mais les gens qui ont peu de revenus, ils font ce qu'ils peuvent, ils jouent sur ce qu'on appelle la marge, je sais plus le terme exact, mais la part de budget qui n'est pas contrainte, la part de budget sur lesquelles ils ont une petite marge. Le loyer, on peut pas s'amuser à le réduire parce que ce mois-ci on a moins d'argent, c'est pas possible. Donc ça c'est un vrai problème. Et de fait, c'est tout un discours depuis des décennies d'avoir voulu rendre l'alimentation pas chère, et donc on a totalement déconnecté le prix du produit du coût de production. Une chose qu'on voit sur ce propos, à la Louve, il y a deux styles, disons, des gens. Il y a des personnes qui profitent de notre système pour dépenser moins, pour grosso modo acheter les mêmes produits et gagner de l'argent en faisant. Mais je crois que il y a plus de monde qui ils dépensent au moins le même montant en doublant la qualité de ce qu'ils achètent. Juste pour dire que l'intérêt, on voit à la Louve, il est là pour bien manger, mais c'est sûr que c'est le prix. Et c'est un aspect effectivement très important, c'est que on pourra parler, si vous voulez, des aspects
plus globaux, comment faire pour rétablir une vérité des prix finalement, puisque la bio devrait coûter moins cher. Donc comment on peut faire pour qu'elle coûte un prix accessible, parce que c'est le but. Mais d'un autre côté, même dans l'état actuel des choses, où les agriculteurs sont obligés de vendre un peu plus cher pour arriver à compenser les distorsions de concurrence dont ils sont victimes, même comme ça, on peut effectivement arriver à manger très bien en bio pour pas plus cher. Par exemple, en mangeant moins de viande. Ça, c'est une question qui est très à la mode, très souvent abordée. Mais on peut être végétarien, c'est un choix qui, sur le plan éthique, philosophique, est absolument admirable et auquel on ne peut qu'encourager les gens. D'un autre côté, on peut aussi continuer à manger de la viande parce que, d'un point de vue agronomique, on a quand même besoin d'élevage. Mais de toute façon, il faut en manger moins. Et si on mange moins de viande, on sera en meilleure santé, parce qu'on en mange beaucoup trop en moyenne en France, et on dépensera beaucoup moins pour l'alimentation. Et ça, on le retrouve ensuite. On peut déplacer cet argent-là vers une alimentation de meilleure qualité en termes de fruits et légumes et autres. Il faut arrêter de boire du vin aussi en France. Ça, c'est pas possible. mais justement, comment on fait manger moins de viande, etc. Tout ça, c'est peut-être aussi des questions qu'il faut aborder dans l'éducation de nos enfants. Enfin, je sais pas, aussi des questions qu'il faut si on veut que tout le monde puisse justement bien manger et pour pas trop cher, c'est le sujet de l'émission, comment on fait pour en faire des politiques plus globales ou voilà. Dans l'état actuel des choses, déjà, effectivement, il y a une dimension d'éducation. Je suis d'accord. Les cantines scolaires, par exemple, sont un lieu très important de prise d'habitude. Moi, je vois sur des choses amusantes, sur des détails. Par exemple, récemment, une discussion sur les poireaux. Plein de gens qui n'aiment pas les poireaux. Ben oui, parce que pour beaucoup, ça fait penser aux poireaux vinaigrettes infâmes de la cantine. Moi, j'ai eu la chance de manger des bons poireaux et d'adorer ça, parce que c'est délicieux. Et donc, là, on voit bien que la cantine conditionne complètement les habitudes qu'on peut avoir ensuite. Et donc, dès la cantine scolaire, il faut apprendre à manger moins de viande, à manger des légumineuses, des plats plus complexes. En fait, manger moins de viande, ça veut dire avoir des plats beaucoup plus variés. C'est beaucoup plus créatif, beaucoup plus goûteux d'imaginer des recettes sans viande que de faire une recette bête et méchante avec un gros steak et puis un féculent en accompagnement, quoi. Donc c'est à la fois plus joyeux, il y a plus de plaisir et puis ça donne d'autres habitudes aux enfants. Et puis évidemment, introduire la bio dans les cantines, c'est aussi un autre aspect pour changer l'agriculture et puis parce que les enfants quand même sont à un âge où la présence de perturbateurs endocriniens et de pesticides divers est particulièrement lourd pour le développement ultérieur et la santé ultérieure. Donc s'il y a bien un âge où il faut essayer de manger bio pour des raisons de santé, c'est bien l'enfance. Après, pour moi, la bio, c'est surtout une question environnementale plus que de santé. Mais pour les enfants, c'est quand même pas négligeable. Donc les cantines, il faut bosser là-dessus, quoi. Et justement, moi, vous parliez du prix de la Louve, Tom. Moi, je suis à la Louve. Je suis membre de la Louve. Et au-delà du côté du prix qui est très intéressant, il y a aussi ce que vous disiez, un côté collectif où on se retrouve, où on travaille pour le supermarché dans lequel on va consommer. Donc, ça crée un engagement aussi. Est-ce que c'est nécessaire aussi d'être impliqué dans son alimentation, même à toute petite échelle, d'être acteur pour bien manger? La chose qu'on constate en créant ce projet, c'est que historiquement, c'était toujours ça. Historiquement, le marché est le lieu social, point barre. Et en ce moment, parce que la plupart des gens, ils font leurs courses dans les supermarchés, c'est quelque chose qui était enlevé de notre expérience. On dit tout le temps, c'est ridicule. Maintenant, si on dit, passons notre samedi à Franprix, c'est drôle, mais c'est ça notre histoire en fait. Et donc on voit ça à la Louve que autour de l'achat de la nourriture, c'est très social. Les gens adorent traîner, ils adorent parler de la nourriture justement. Et donc ça, il nous faut des lieux et c'est très facile. Pour nous, il faut juste, même il y a plein de superbes modèles, mais la chose pour nous qui est très importante, grosso modo à but non lucratif, où on est inconsciemment, on est au courant que le raison pour lequel on est là n'est pas pour que les personnes extraient de l'argent de nous. Et quand on enlève cette ambiance, les gens s'éclatent. Oui, c'est ça. C'est effectivement, quand on y est, on partage. Les gens à la caisse commandent ce qu'on achète, etc. Et la caisse à la Louve, c'est un des postes les plus recherchés parce que tu découvres les produits et on dit oui, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça se fait tellement naturellement. On avait besoin de rien faire
pour promouvoir cette culture à la Louve. Comment on fait, par exemple, si on habite dans une ville où il n'y a pas forcément un supermarché associatif, quelles sont les autres solutions justement pour recréer du lien social et s'engager dans son alimentation? Les AMAP peuvent faire ça aussi. C'est à une plus petite échelle, mais si ça marche bien et dans des AMAP où les personnes vraiment ils partagent la distribution, ce genre de choses, c'est ça la chose qui est très intéressante. C'est autour de ce petit travail qui se crée le lien social. Il faut avoir une tâche bête à faire. Et si on fait ça, facilement on commence à parler aux autres. Donc il y a plein d'autres projets. Je ne sais pas, il y a des super biocoop aussi il y a quelques-uns qui restent des assos, par exemple. Et plus qu'on est engagé, plus qu'on est à liberté de parler. Il y a un autre projet qui est très intéressant qui s'appelle Mon Épi. Donc notre modèle, on a plein de personnes qui s'intéressent à faire ce qu'on fait, mais c'est plutôt conçu pour des plutôt grandes villes. Ça marcherait pas dans des petites villes, mais il y a un projet qui s'appelle Mon Épi. C'est grosso modo, c'est un logiciel pour un groupement d'achat, une petite épicerie, avec toute une démarche à suivre, très bien fait. Et par exemple, sur le site, on peut regarder, si on est dans un village, ces villages qui perdent leur seul commerce, c'est une superbe solution. Et là, ils avaient inclus dans leur démarche que, en même temps qu'on fait l'épicerie ou le groupement d'achat, on fait un potager ensemble. Et c'est très social. C'est une super idée parce que c'est un aspect qui est très important, je trouve, dans le fait de changer la façon, notre rapport à l'agriculture, c'est de retrouver ce lien entre citoyens et territoire. En fait, là, moi, j'aime bien parler de l'agriculture en écrivant avec un trait d'union, agriculture. C'est une culture sociale. Enfin, une agriculture, c'est la relation entre un territoire donné et une société donnée, un mode de vie, une façon de concevoir le vivant, un certain nombre de valeurs, de mythes, etc. Et ce lien, il a été complètement coupé. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, une des grandes causes de la crise environnementale. On n'est plus du tout conscient de ce qui se passe en termes environnementaux par rapport à nos pratiques. Et donc, recréer ce lien entre citoyens et territoire, c'est extrêmement important. Donc pour ça, les AMAP, c'est formidable, puisque les AMAP vont directement chercher à faire le lien entre des groupes de consommateurs et des paysans. Mais dans des grandes villes, on a besoin aussi de circuits plus longs que les AMAP, et puis on pourra pas nourrir tout le monde par des AMAP. Et puis il y a des gens comme moi qui voyagent beaucoup, qui seront pas toujours chez eux. On peut pas fonctionner sur un système de panier, donc il faut différents systèmes. Et là, effectivement, le lien, il va d'abord se créer au niveau d'un groupe d'humains, de consommateurs. Et donc, ce que vous dites pour la Louve me paraît formidable. Et moi, j'ai un peu ça dans ma biocoop, un peu par hasard. Enfin, ils offrent le café, il y a un petit coin où il y a le café, on papote, et de fait, à force de se croiser, on crée aussi ce lien, même s'il n'est pas directement organisé. Et c'est extrêmement important, effectivement. Il faut redonner cette dimension sociale à l'agriculture. Et après, la question du mode de production, la question de la qualité, elle vient naturellement. Je pense que les deux sont vraiment liés. Et on parle de cette dimension sociale, et aussi vous en parlez beaucoup, Jacques Capel, la dimension locale d'une agriculture destinée à nourrir autour de là où elle est produite. Vous parlez de ça aussi avec l'agroécologie. Oui, alors là encore, comme je disais, on pourra pas nourrir toutes les villes, toutes les grandes villes avec du local, avec des AMAP, et c'est pareil pour le local. C'est-à-dire que le local, la notion d'agriculture locale, c'est forcément quelque chose de relatif. C'est-à-dire chaque fois qu'on peut prendre ce qui est le plus près, essayer de reconstruire des circuits à l'échelle des territoires. Il est absolument aberrant de prendre des produits de contre-saison qui viennent de l'hémisphère sud. Il y a une saisonnalité de l'agriculture, il faut la respecter. Et en plus, c'est bon pour notre santé aussi, parce que nos organes eux-mêmes ne fonctionnent pas pareil en été et en hiver. Donc, c'est bien d'avoir des cycles aussi dans l'alimentation au fil de l'année. Et donc, de la même manière, il faut avoir des produits le plus local possible. Mais ça ne veut pas dire exclusivement local. Il ne faut pas tomber non plus dans une sorte d'autarcie misérabiliste, où on n'aurait plus un certain nombre de produits sous prétexte qu'ils viennent de loin. Il y a toujours eu des échanges, même avant l'agriculture. On sait que même à l'époque préhistorique, avant l'invention de l'agriculture, on a des traces de transport d'aliments à plusieurs milliers de kilomètres. Donc ça a toujours existé des échanges à longue distance. Toute la question, c'est comment c'est produit. Donc la question éthique, la question agronomique, etc., environnementale. Et puis c'est comment c'est transporté. Évidemment, si c'est transporté en avion à coup de kérosène,
c'est pas correct, c'est pas tenable. Donc c'est ce genre de questions qu'il faut se poser, mais sans dogmatisme. Vous disiez tout à l'heure que vous aimez bien manger du chocolat, donc voilà, faut pas renoncer au chocolat. Il faut faire attention, cela dit. Une grande partie du chocolat aujourd'hui cause des gros problèmes environnementaux, en Afrique notamment, en Afrique de l'Ouest. Mais le cacao, mais c'est vrai aussi pour le bananier ou le caféier, le cacaoyer sont des arbres, ou des bananes, c'est pas vraiment un arbre, mais peu importe, qui poussent normalement sous des grands arbres et qui peuvent très bien abriter des cultures au sol. Donc, si on le fait bien, on peut garder la forêt équatoriale, avoir en dessous café, cacao, banane, et avoir encore en dessous des cultures vivrières pour les populations locales. Et à ce moment-là, café, banane, cacao sont juste un bonus financier pour eux, qui ne met pas en danger leur alimentation personnelle. Donc, quand ça fonctionne comme ça, c'est parfait. Et que c'est transporté par bateau. De plus en plus, maintenant, il y a des gens qui proposent du transport par bateau à voile, ça serait génial. Voilà, là, c'est bon. Mais bon, faut pas dire que tout le chocolat est produit comme ça aujourd'hui, loin de là. Hein. S'il y avait une mesure pour justement progresser vers des modèles plus vertueux, j'ai l'impression en vous disant que c'est la question des subventions, notamment dans les pays développés qui subventionnent en fait l'agriculture vraiment conventionnelle. Pour vous, ça serait ça la mesure première à changer, c'est le mode de subvention de l'agriculture ? C'est une des premières. C'est pas forcément la plus importante. Enfin, c'est quand même une mesure qui aurait un impact parce que la politique agricole commune, c'est quand même le plus gros budget de l'Europe, hein, et ça oriente énormément les modèles agricoles, donc c'est sûr que ça aurait un impact. Cela étant, ce que vous écrivez, c'est que le modèle actuel, enfin les agriculteurs européens, pourraient pas vivre aujourd'hui sans subvention. Ils sont complètement dépendants. C'est très clair. Si on prend ceux qui sont les plus riches en plus, les grands céréaliers, ils ont aujourd'hui un taux de subvention qui est supérieur à leur résultat économique. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas de subvention, ils seraient en déficit. Or, aujourd'hui, c'est des agriculteurs qui sont parfois très riches, qui sont vraiment des rentiers. C'est les nouveaux aristocrates. Aujourd'hui, en France, les agriculteurs étaient dans les pauvres qui ont fait tomber l'aristocratie il y a 2 siècles. Aujourd'hui, certains agriculteurs, une minorité, mais quand même, sont les aristocrates ruraux aujourd'hui, avec une rente de l'Europe. Donc ça, c'est intolérable. Produire dans des conditions déplorables sur fonds publics, donc c'est-à-dire notre impôt, ça tient pas du tout. Donc ça, il faut évidemment le réformer. Il faut réorienter les subventions agricoles vers des techniques qui prennent en compte l'environnement, l'humain, etc. Mais au-delà de ça, ça va plus loin que les aides agricoles. C'est l'ensemble des coûts indirects de l'agriculture. C'est, je sais pas moi, la destruction des routes par les tracteurs quand on a des fermes qui se sont agrandies en étant morcelées et où les tracteurs sont obligés de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller d'une parcelle à l'autre, parce que le modèle économique aujourd'hui leur impose de faire comme ça. Ça veut dire que l'entretien des routes qui sont détruites par les tracteurs se fait par nos impôts. Et ça se voit pas dans le prix des produits. Il y a plein de coûts cachés comme ça. Et puis il y a évidemment la question du coût du travail. Pour moi, c'est aussi un aspect vraiment très très important. Aujourd'hui, un agriculteur qui veut embaucher un salarié, pour 1 euro de salaire, il doit rajouter 1 euro de contribution sociale. Les contributions sociales, c'est du salaire différé. C'est de la protection contre le chômage, c'est les droits à la retraite, c'est la couverture maladie, etc. Mais pour l'employeur, c'est des charges. Donc, pour 1 euro de salaire, il y a 1 euro de charge à rajouter. Le même agriculteur, pour faire exactement la même chose, s'il achète des machines, pour 1 euro d'investissement, il a 50 centimes de subvention, au moins. Ce qui veut dire que dans un cas, on multiplie le coût par 2, dans l'autre cas, on le divise par 2. 2 fois 2, ça fait 4. Ça fait 400% d'écart entre le recours aux machines ou le recours au travail. Et ça, c'était cohérent après la Seconde Guerre mondiale. Faut pas dire ouais, c'est un complot des industries ou je sais pas quoi. C'était logique. Après la Seconde Guerre mondiale, on manquait de main-d'œuvre. C'est pour ça qu'on a fait venir des immigrés d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on a fait la révolution agricole pour envoyer de la main-d'œuvre en ville. Et donc on a construit notre modèle social en pénalisant le travail et en encourageant le recours au pétrole et à la chimie. C'est totalement aberrant aujourd'hui. Donc je vais pas reprocher à ceux qui ont mis ce système en place en 45-46 de s'être trompés, parce que dans le système de l'époque, ça avait une cohérence. Par contre, aujourd'hui, où le monde est complètement différent, il faut qu'on arrête ça. Et donc, si on rétablit une équité dans les contributions sociales, tout simplement en les prélevant sur la valeur ajoutée et non pas sur le travail, donc en rééquilibrant les contributions sociales sur l'ensemble de la valeur ajoutée, donc y compris sur le capital, à ce moment-là, on baisse pas la protection sociale, parce qu'il faut pas la baisser, mais on rétablit un coût juste aux agricultures qui ont besoin de main-d'œuvre. Et on crée de l'emploi.
J'avais une dernière question peut-être sur voilà, on a parlé de toutes les façons de bien manger pour pas trop cher hors des supermarchés, mais la majorité des Français consomment encore en supermarché. Je crois que on a regardé les chiffres avec Thibaut, c'était 72%. Ouais. Est-ce que bien manger pour pas cher, c'est complètement antinomique avec l'idée de faire ses courses en supermarché, ou les supermarchés ont aussi leur rôle à jouer dans cette transition? Pour moi, il y a vraiment une notion justement de transition. J'ai beaucoup travaillé en tant qu'agronome, en tant que conseiller agricole avec des agriculteurs, donc la notion de transition technique d'un agriculteur, d'une agriculture conventionnelle vers une agriculture bio, qui peut parfois prendre du temps et tout le monde ne va pas y passer du jour au lendemain. Et pour moi, c'est vraiment important d'avoir la même démarche à l'échelle des consommateurs. Quand j'ai commencé à bosser dans la bio il y a 20 ans, on disait, oui, en bio, 50% des achats se font en supermarché et 50% hors supermarché. C'est donc beaucoup moins en supermarché qu'en conventionnel. Mais ça va certainement monter, puisque quand la bio va se développer, on était déjà des gens optimistes qui espéraient que la bio se développe, on aura forcément un transfert plus important d'achats moins militants qui se fera dans les supermarchés. Vous savez quelle est la proportion de bio qui se vend en supermarché aujourd'hui ? C'est 48%. C'est-à-dire que ça a baissé. Ça veut dire que ceux qui achetaient en supermarché il y a 20 ans achètent en Biocoop, en magasin coopératif, chez le producteur, etc. Donc il y a vraiment une transition de la démarche d'achat. Et un consommateur, il va d'abord découvrir la bio là où il a l'habitude de faire ses courses, donc en supermarché. Par contre, s'il continue à faire ses courses en supermarché, il va soutenir une agriculture qui sera juste ce que moi j'appelle du conventionnel sans chimie, c'est-à-dire bio à minima au niveau du règlement, mais sans prendre en compte les dimensions sociales, sans prendre en compte tout un tas de dimensions environnementales. Et c'est pas sain, enfin c'est pas tenable à long terme. Techniquement, en plus, ça tient pas à long terme. Donc, le supermarché, c'est bien comme porte d'entrée, mais ensuite, il faut comprendre la saisonnalité, la qualité, et aller voir ailleurs. Et ce que je trouve intéressant dans la démarche de la Louve, c'est justement de garder cette progressivité à l'intérieur même de la structure, d'avoir pas tout en bio, et de tendre, j'espère, de plus en plus vers la bio, parce qu'il faut bien, à un moment donné, que les gens commencent là où ils sont. On peut pas les amener de force là où ils ne sont pas. Oui, ça va être le choix progressif de nos membres. C'est ça l'important pour nous. C'est pas les fondateurs de la Louve qui décident ça. Et ça va venir avec la société. Et nous, on dit aussi que les supermarchés existent pour une raison. Il n'y a pas que de mauvais dans un supermarché. C'est adapté à la vie. Comme vous aviez dit, que si on bouge beaucoup, la plupart des personnes, ils bossent tout le temps. Et ils n'ont pas le luxe de dire, je vais faire 7 magasins pour faire mes courses. Et je dois acheter mes piles avec mes poireaux, grosso modo. Et donc, pour ça, ça peut être un endroit qui est bien. Et donc ça, c'est notre pari, un peu. Très bien. À la fin de l'émission, moi, généralement, je demande aux invités s'ils ont un conseil, un documentaire ou un conseil de lecture pour les auditeurs. Tom, vous avez Pour moi, la chose que je trouve est très intéressante et peut-être un peu perdue, c'est lire ou voir des choses sur cette tradition des coopératives de consommateurs. Grosso modo, ça a commencé en Angleterre, mais vous aviez ici aussi une superbe tradition des coopératives de consommateurs qui a commencé juste après les communes, grosso modo. La Bellevilloise, par exemple, que certaines personnes connaissent. En fait, le bâtiment, c'était une coopérative de consommateurs avec 16 000 membres. C'était une idée très, très simple, mais très, 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 très puissante de dire OK, et éliminons le propriétaire, grosso modo. Devenons les propriétaires de notre magasin. Comme ça, le but de ce qu'on fait, c'est de proposer le meilleur gamme possible. Et ça, c'est pas un moyen. Un livre en particulier ou un film en particulier? Moi, je lis actuellement des choses en anglais qui sont sur cette histoire plutôt en Angleterre, mais il y a plein de choses. Une expérience qui était l'expérience pionnier, ça s'appelle la Rochdale Equitable Pioneers, et les pionniers de Rochdale. Et c'était dans les années 40 du 19e siècle, et c'était étonnant. C'était des ouvriers pauvres, à quel point c'était pas possible, et à quel point juste avec deux, trois simples idées et beaucoup de motivation, ils avaient pas juste, à l'époque, c'était pas la grande distribution, c'était des petits commerçants qui
qui adultéraient les produits de droite de gauche, et donc pour avoir une meilleure qualité de produit, ils avaient créé leur propre magasin, mais aussi parce qu'ils étaient propriétaires, ils bénéficiaient, comme nous, à la Louve, en argent. Et ça a permis des personnes d'acheter des maisons, des choses vraiment pas possibles pour ces personnes. C'est incroyable ce qu'ils avaient fait. Et vous, Jacques, quel serait le livre que vous conseillerez ? Peut-être plusieurs éléments. En film, même si c'est pas récent, moi je trouve toujours très intéressant de voir le film de Marie-Monique Robin, Les Moissons du futur, pour comprendre comment les techniques bio ou agroécologiques au sens fort du terme, pas au sens mineur que certains lui ont donné, peuvent être extrêmement efficaces. Je trouve que c'est un film très bien fait et qui permet bien de voir ça. Donc Les Moissons du futur. Sinon, en lecture, il y a, pour aller dans le sens de ce que vous évoquez, moi je recommande de lire des auteurs anciens comme Élisée Reclus ou Pierre Kropotkin, qui dès la fin du 19e siècle pointait déjà cette relation entre solidarité, écologie, agriculture, locale, maîtrise en fait, parce que dans le local, il y a l'idée, c'est pas une obsession, un dogmatisme du local, c'est l'idée garder une maîtrise sur ce qu'on fait, sur ce qu'on construit, rester à une taille qui nous garde une maîtrise. Qui nous permet de garder une autonomie et une maîtrise sur ce qui se passe. Oui, ils étaient anarchistes tous les deux, donc ça revient au modèle de la Louve. Oui, complètement, tout à fait. On oublie les propriétaires. Et c'est pour ça m'y a fait penser spontanément. Kropotkin, il avait pris, par exemple, Paris, en fait, parce que ça fonctionnait super bien avec les systèmes c'était l'agriculture locale, et ça marchait très bien. Voilà. Et Paris s'est développé parce qu'il y avait un bassin agricole très riche autour, hein. C'est pas par hasard. Et donc voilà, je trouve que relire ou lire Reclus ou Kropotkin, c'est très très utile. Et je rajouterai un dernier truc qui est plus dans mes dadas actuellement, c'est de comprendre un peu l'histoire de l'agriculture et tout ce qui est lié, tout ce que l'agriculture a transformé dans notre rapport au monde. Il y a un livre qui est paru il y a un an ou deux d'un archéologue qui s'appelle Jean-Paul Demoule, qui s'appelle « Les 10 000 ans oubliés qui ont fait l'histoire », où il parle du néolithique et où il montre comment le néolithique a vraiment construit les hiérarchies, a construit tout un système social qu'on retrouve aujourd'hui lourdement. Et c'est très intéressant de comprendre ça pour comprendre comment on peut changer l'agriculture pour corriger ça, finalement. Et que c'est possible de la changer. Et c'est complètement possible de la changer. On remettra toutes ces références sur le site de Binge. On peut aussi venir visiter la Louve si on a envie de voir à quoi ça ressemble. Il y a des sessions où on peut... Oui, en ligne, si on tape la Louve Paris, on va trouver notre magasin. Et il y a 2 fois par semaine ce qu'on appelle des réunions d'accueil. On peut venir découvrir tout sur la Louve. Voilà. Et puis Jacques Kaplan, on mettra les références de vos livres. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver toutes ces informations donc sur la page Facebook des émissions Bon Plan et Casserole. N'hésitez pas à partager vos avis sur tous les réseaux et à mettre des étoiles et commentaires sur iTunes. On vous dit à dans 15 jours et en attendant, n'oubliez pas de bien manger et de bien cultiver. C'est important. Binge.